Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons pouvoir démarrer ce webinaire. Comme je le disais aux premiers arrivants, c'est le premier webinaire SimilarWeb en français. On est très heureux de commencer. Je suis Paloma Bernard et je suis Field Marketing Manager en charge de l'Europe chez SimilarWeb. Je suis ici avec Théo, notre expert français. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Juste pour vous donner une petite idée de notre parcours, moi j'ai un background e-commerce. J'étais dans une start-up qui aidait les entreprises e-commerce à booster leur conversion on-site et je suis passé ensuite du côté de la donnée avec SimilarWeb depuis 1 an et demi où on a pu approfondir la connaissance et la compréhension des comportements des consommateurs en ligne en France et essayer de vous aider aujourd'hui à répondre à certaines problématiques. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui est de vous montrer comment le Market Intelligence peut vous aider à comprendre le paysage du e-commerce français, peut vous aider à vous benchmarker par rapport à la concurrence, à identifier les produits, catégories et marques qui convertissent le mieux sur votre site, à planifier vos campagnes pour générer de meilleurs résultats sur la fin de l'année et surtout à trouver de nouvelles opportunités de croissance et doper votre business. Alors surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous pouvez utiliser le chat qui a dû apparaître sur votre écran dans la fenêtre GoToWebinar. Nous prendrons le temps d'y répondre à la fin. Le webinaire ne devrait pas prendre plus de 45 minutes. Je vais commencer par vous introduire rapidement le Market Intelligence. Qu'est-ce que c'est concrètement? À quoi ça sert? Je suis sûre qu'il y en a pas mal qui s'interrogent. Théo vous parlera ensuite de la stratégie digitale de plusieurs acteurs majeurs du e-commerce en France et j'espère qu'en voyant les métriques de performance de Sephora, Decathlon et Fnac, vous allez comprendre la beauté et la puissance du Marketing Intelligence. Nous finirons ensuite par une courte présentation de SimilarWeb et de la méthode que nous utilisons pour collecter les données et nous répondrons enfin à vos questions. Alors, le Market Intelligence, qu'est-ce que c'est? Ce sont les statistiques et données clés qui vous permettent d'analyser les tendances d'un marché, mais aussi la performance de vos concurrents. Alors, ça veut dire quoi exactement? Ça vous permet de vous benchmarker par rapport à vos concurrents. Vous allez pouvoir analyser votre part de marché et la performance relative de votre trafic, de vos métriques d'engagement et de votre conversion. Et une fois que vous êtes benchmarké, vous allez pouvoir plonger dans le détail, analyser ce qui fonctionne ou pas pour votre entreprise, mais aussi pour vos concurrents et optimiser tout un nombre de choses. Alors, vous allez pouvoir optimiser vos techniques d'acquisition de trafic et investir dans les canaux qui génèrent le plus grand ROI. Vous allez pouvoir optimiser votre offre produit et son positionnement, prioriser vos ressources en fonction de la performance observée chez vos concurrents. Vous allez pouvoir optimiser votre site en fonction des comportements de vos consommateurs, en changeant par exemple vos algorithmes internes, la structure de votre site et votre pipe en fonction des stratégies observées chez les leaders de votre industrie. Alors évidemment, si vous faites tout ça, vous allez pouvoir mieux comprendre et analyser votre part de marché, l'accroître et en d'autres termes, booster votre business très rapidement. Voilà Théo, j'espère que c'était clair. Je vais maintenant te passer la main pour que tu rendes tous ces beaux concepts un peu plus concrets à travers des exemples. Très clair, merci Paloma. Alors, on va commencer dans ce webinaire par vous présenter quelques statistiques clés qui illustrent assez bien les tendances du e-commerce en France, ce qu'on appelle un peu des fun facts chez nous. Et après, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. On va regarder l'évolution des parts de marché de certains géants du e-commerce. On va comparer leurs métriques d'engagement. On va ensuite regarder ensemble comment on peut attirer plus de consommateurs en haut de votre funnel en analysant la performance des canaux d'acquisition de Sephora ou encore de Kiabi. Et enfin, on réfléchira à l'impact que tout cela peut avoir sur votre stratégie et votre ROI en comparant la conversion du pipeline de Sephora versus Nocibé et en analysant aussi le risque de cannibalisation entre certains partenaires comme Apple et Fnac. Donc, les fun facts, on va commencer par vous présenter un peu ces petites statistiques. Au niveau e-commerce, tout d'abord, le hand spinner. Le hand spinner, qui était inconnu jusqu'à encore l'année dernière, a été cette année le mot-clé qui a généré le plus de trafic non vendé à Amazon et à Cdiscount. Ensuite, 34%, qu'est-ce que ça représente? C'est le pourcentage du trafic referral de Auchan qui vient de sites de coupons au deuxième trimestre 2017. Côté high-tech désormais, la Nintendo Switch qui a été le mot-clé qui a généré le plus de trafic en high-tech en 2017. Et enfin, 54%, cela représente le pourcentage de visites d'un site comme Darty
provenant de la recherche organique. Dans le même temps, on a aussi observé d'autre part que leur recherche payante avait augmenté de 305% en l'espace d'un an. Donc on peut imaginer que avant l'annonce du rachat du groupe Darty par Fnac, ils avaient un petit peu coupé les investissements dans l'acquisition de trafic payant. On passe maintenant côté sport en analysant 3 entreprises qu'on connaît bien, à savoir GoSport, Decathlon et Intersport. Donc là, on s'est concentré sur la période de octobre 2016 et janvier 2017. On voulait montrer un petit peu les variations en termes de trafic. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Intersport observe une forte croissance sur cette période, et notamment entre novembre et décembre. Seulement, entre décembre et janvier 2017, on voit le trafic de Intersport qui chute alors que son concurrent GoSport a réussi à maintenir une croissance de son trafic. Donc, avoir un œil sur les concurrents permet de surveiller l'évolution des parts de marché, mais également d'agir en conséquence. Ok Théo, c'est pas mal, mais so what, comme disent les Anglais, si tu te mettais à la place d'Intersport, qu'est-ce que tu conseillerais? Donc, on ne va évidemment pas s'arrêter à une donnée telle qu'elle est ici. Si j'étais Intersport, concrètement, ce que j'irais faire, c'est d'aller ensuite analyser dans le détail les sources de trafic de GoSport sur cette période entre décembre et janvier pour essayer de comprendre ce qui a bien fonctionné, quelles sont les sources d'acquisition qui ont permis de générer davantage de trafic sur cette période. En l'occurrence, j'ai fait quelques recherches supplémentaires. Sur cette période, le trafic de GoSport a augmenté de 22% sur le trafic SEO, de 18% sur le trafic direct et par exemple de 43% sur le paid search. Alors certes, c'est la période de fin d'année, c'est également le début des soldes, mais quand on regarde encore de plus près au niveau du SEO, les mots-clés qui ont augmenté le plus, on va retrouver le mot-clé GoSport ou GoSport solde, mais on va également avoir des termes génériques comme le stepper qui a généré plus 500% de trafic sur cette période, ou encore plus 4000% pour le mot-clé survêtement PSG. J'adore cette stat. Moi aussi. On passe maintenant du côté de la beauté. Ici, on a analysé cette fois-ci la popularité des catégories et des produits sur 4 acteurs de la beauté en France, Sephora, Yves Rocher et Marionneau et Nocibé. Donc tout d'abord, au niveau catégorie, on a remarqué que pour Sephora, c'était le maquillage qui était la catégorie la plus vue sur leur site. Côté produit, cette fois-ci, on voit Lancôme, le parfum Lancôme, La Vie est Belle, qui a été le produit le plus vu chez Marionneau et chez Nocibé entre juillet 2016 et juin 2017. Donc ça peut s'expliquer après de différentes manières. On peut y avoir des campagnes offline de branding qui est plus pousser les consommateurs à aller chercher directement ce type de produit sur leur site, ou des campagnes en ligne et des accords commerciaux et marketing entre les industriels et les resellers pour mettre en avant ce type de produit. En gros, l'analyse de la popularité de ces catégories et des produits, elle reflète assez bien la perception de ces marques par leurs clients. On passe maintenant côté top 10 e-commerce. Donc ici, on voulait montrer un graphe qui est assez simple à comprendre, à savoir quel est le top 10 des sites e-commerce en termes de volume de trafic, que vous voyez ici à gauche, et en termes de durée de visite, que vous voyez en bas, qui est un des métriques d'engagement. Donc d'un simple coup d'œil, là, on voit clairement Amazon qui trône tout en haut en termes de volume de trafic, d'accord, qui est le leader incontesté d'e-commerce en France. Et après, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, on voit que d'autres acteurs comme Fnac, par exemple, qui, bien qu'étant le 4e site internet e-commerce français à avoir le plus de trafic, est également le site qui a la durée de visite la plus faible. Donc là, il y a 2 points de vue. C'est soit on se dit la durée de visite courte, c'est bien, c'est une bonne expérience client, on ne s'attarde pas sur les pages, panier, livraison, etc. Ou alors, c'est tout simplement un manque d'engagement de la part du trafic de Fnac sur ce mois de juin 2017. À l'inverse, on voit AliExpress qui domine ici en termes de durée de visite et qui montre donc cet engagement. Maintenant, il ne faut pas non plus s'arrêter là. Les métriques d'engagement ne se limitent pas à la durée de visite, il y a également le taux de rebond, le nombre de pages vues. Et il se trouve qu'en regardant plus en détail et en comparant Fnac avec Cdiscount, Price Minister ou AliExpress, eh bien Fnac avait le taux de rebond le plus élevé sur le direct, sur le referral, sur le social et sur le SEO sur cette période, ce qui confirme donc notre première hypothèse du manque d'engagement du trafic Fnac, en tout cas sur cette période de juin 2017.
Merci Théo. Avant de continuer, j'aimerais faire une petite pause et interroger notre audience. Je vais lancer une question qui devrait s'afficher sur votre écran. Alors, une petite seconde. Voilà. Quel est votre enjeu business majeur en 2018? On est en période des budgets en ce moment. Vous êtes certainement en train de vous poser la question de la stratégie 2018, de vos postes de dépenses, etc. Ça nous intéresse de comprendre un petit peu quelles sont vos problématiques pour ensuite essayer d'y répondre tout au cours du webinaire. Et alors, pendant que vous répondez, j'ai une question. On vient de me poser une question sur la méthodologie de collecte des données. Restez avec nous, on va y répondre à la fin du webinaire. On a prévu une petite partie là-dessus. Donc pour l'instant, on voit deux réponses qui se démarquent. Ce qui est assez étonnant en cette période de... Je vais fermer le... Ah non, attendez, ça y est. On n'avait personne qui avait répondu optimiser mes postes de dépenses. J'étais assez surprise en période de budget. Ça y est. Je vais fermer le questionnaire, hop, et partager avec vous les résultats. Voilà, donc 45% attirer plus de consommateurs en haut de votre funnel, suivi ensuite d'accroître d'autres parts de marché rapidement et celui que vous aviez oublié au début, optimiser vos postes de dépenses. Alors Théo, au vu de ces résultats, tu peux nous expliquer un peu comment le Market Intelligence va aider notre audience à répondre à chacune de ces problématiques? Alors, comme tu l'as dit tout à l'heure, Paloma, quand on se compare aux concurrents, on va justement pouvoir identifier des leviers d'optimisation pour attirer des consommateurs tout en réduisant vos coûts, ce qui va vous permettre par la suite d'accroître votre part de marché. Donc, en fait, ces trois réponses, finalement, elles sont liées puisqu'elles sont à chaque fois la conséquence d'une autre. Donc, aujourd'hui, vous utilisez tous sans doute des outils de mesure directe avec lesquels vous analysez la performance de votre site, mais en réalité, ce n'est pas suffisant. Pour que ce soit pertinent, il faut permettre d'accroître vos parts de marché et il est important de mettre tout ça en contexte avec vos données, d'aller observer ces tendances dans votre secteur d'activité, de comparer votre performance à celle de vos concurrents. Donc, je vais vous présenter maintenant comment on va vous aider à vous benchmarker face à la concurrence en utilisant des insights de Market Intelligence. Alors, une seconde parce qu'on ne voit plus ton écran. On ne voit plus mon écran. Voilà. Vas-y. Alors, tu as juste une seconde, on va fermer le pôle pour pouvoir réafficher cet écran. Bon, c'est pas grave, on va commencer comme ça. Donc, tout d'abord, regardez un œil sur votre part de marché. Donc, je vais vous montrer un graphe tout de suite qui va vous montrer la répartition de parts de marché au sein d'une industrie entre certains acteurs comme Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Castorama et Boulanger. On y est presque. On a du mal à changer, à enlever ce pôle. C'est bon? C'est bon, ça fonctionne. Juste une seconde, excusez-nous. Voilà, on y est. Donc, on continue, on passe au slide suivant, qui est celui-ci. Donc là, dans ce slide, comme je vous disais, on a plusieurs entreprises, Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Castorama, Boulanger. Et là, on a dû voir l'évolution des parts de marché dans le temps. Donc là, on s'aperçoit avec Amazon qui est en bleu en bas que Amazon continue à grappiller des parts de marché dans le temps sur l'année 2017. Cependant, ce qui est intéressant de voir ici, c'est de voir des gains ou des parts de marché sur certaines périodes. Et ici, courant janvier, on voit la part de marché d'Amazon qui a considérablement diminué au profit de ses concurrents au lancement des soldes.
On voit par exemple Cdiscount qui, lui, a réussi à augmenter sa part de marché de 24 à 30% en l'espace d'une nuit. Donc ça nous indique tout d'abord que peut-être que les consommateurs français ont une tendance à aller chez les retailers classiques qu'ils connaissent en période de solde. Mais surtout, il ne faut pas se limiter encore une fois à ces données. On peut ensuite plonger dans le détail et comprendre un petit peu d'où viennent ces changements. Voilà, donc là, on est allé un petit peu dans le détail avec Cdiscount, Fnac et Amazon. Donc là, on vous remontre encore une fois la puissance d'Amazon avec tous ces taux d'engagement qui sont les meilleurs par rapport à ces autres sites. Et en dessous, enfin, on voit que bien que Amazon soit le leader, on voit certaines variations de trafic qui profitent davantage à d'autres. En l'occurrence, Fnac, ici, sur la période de novembre 2016 à juin 2017. Donc, Fnac a vu ses visites augmenter ici de 20% entre novembre et décembre. Une fois que vous avez observé cette variation de part de marché, on va plonger dans le détail pour identifier les raisons du changement, répliquer ces bonnes pratiques pour votre entreprise. Et on va en plus voir que lorsque l'on a analysé cette hausse de trafic de 20%, je suis allé regarder côté taux d'engagement, Fnac a en plus réussi à abaisser son taux de rebond sur cette période sur tous ses canaux. Ce qui n'était pas le cas d'Amazon. Donc, ce qui nous montre cette fois-ci un bon comportement au niveau de l'acquisition côté Fnac pour accroître son trafic et tout en améliorant l'engagement de ses internautes. Alors, il ne faut pas non plus oublier le pipeline commercial. Une hausse de trafic ou un trafic important ne peut pas forcément dire qu'une entreprise performe mieux qu'une autre. Donc là, on a pris deux exemples que vous connaissez, dont on a parlé tout à l'heure. Sephora, qui est ici, et Nocibé. Donc, bien que Sephora ait 3 fois plus de visites que Nocibé, là, on regarde les données de juillet 2017, on se rend compte qu'au niveau de la conversion, c'est Nocibé qui convertit le mieux, avec près d'un point supérieur à celui de Sephora. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, c'est d'où ça vient. Est-ce que c'est grâce à leur trafic direct? Peut-être qu'il y a une certaine loyauté qui est plus importante côté Nocibé, ou alors est-ce que c'est une acquisition de trafic côté SEO? D'où ça vient? Ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on va vous aider à optimiser vos techniques d'acquisition de trafic. Et on reviendra sur le cas justement Sephora un petit peu plus tard pour vous montrer comment on peut trouver des réponses à cette question. Donc ici, tu vas nous parler de Kiabi et Sephora, c'est ça? C'est ça. Alors, pour Kiabi, au niveau du marketing mix, vous connaissez tous Kiabi, c'est donc un des leaders en prêt-à-porter hommes, femmes, enfants. On voit tout d'abord la répartition de son trafic ici avec le marketing mix sur janvier 2017, juin 2017. La première chose qui saute aux yeux, je ne sais pas pour vous, mais c'est de voir la recherche organique et le mail comme étant les deux principales sources d'acquisition de Kiabi. Le mail à 17%, c'est juste incroyable. Donc là, on voit vraiment un focus sur le CRM de la part de Kiabi. Pour vous donner un peu un élément de comparaison, j'ai regardé le pourcentage du trafic mail du concurrent La Redoute sur la même période qui ne représentait que 2,17%. Donc on voit vraiment un gros écart. Maintenant, on peut aller un peu plus dans le détail pour comprendre encore une fois ces différentes sources et essayer de comprendre d'où vient ce trafic. Un exemple très rapide, c'est de voir que lorsqu'on regarde en détail le referral, on voit évidemment les principaux sites referral qui vont générer du trafic à Kiabi, mais en plus de ça, on va voir les changements. Et là, Mes Envies, qui était en deuxième position ici, a généré plus de 1000% de trafic sur cette période. Donc, il y a eu une optimisation côté Kiabi avec ce partenaire pour accroître, pour augmenter son trafic là-dessus. Maintenant, ça ne veut pas dire, c'est pas parce que Kiabi va travailler avec Mes Envies que vous allez devoir faire la même chose. Donc, on va regarder maintenant la qualité du trafic referral de Kiabi pour savoir si c'était effectivement un succès ou pas. Donc là, on a regardé les variations des différents taux d'engagement de Kiabi sur mai et juin 2017. Donc, on a la durée de visite qui a augmenté. On a le nombre de pages vues moyen qui a également augmenté. Le trafic sur cette source qui a augmenté. Et dans le même temps, Kiabi a réussi à réduire son taux de rebond de 4 points. Ce qui nous laisse donc penser que la stratégie de referral sur cette période était donc une bonne stratégie puisqu'elle a permis d'avoir des internautes plus engagés. Donc là, on vous pousserait à aller chercher ces partenaires ou à renforcer ces partenariats que vous avez. Côté Sephora désormais, pareil, on voit leur marketing mix, la répartition de leur trafic.
on voit le SEO à 34% et le direct derrière. Donc, vous voyez là ici le PEC 3,76% et les variations de trafic en dessous tout au long de l'année. Donc là, on est sur août 2017 à juillet 2017. Donc la recherche organique et le direct sont les deux principales sources. Et surtout, entre octobre et décembre, la recherche organique de Sephora qui a augmenté de 81%. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de conversions? Pas forcément. Ça peut être l'acquisition de mots-clés qui ne sont pas forcément les mieux ciblés et qui pousseraient leurs internautes à partir. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé la conversion des sources d'acquisition de Sephora sur juillet 2017. Donc, bien que le SEO soit la source qui leur génère le plus de trafic, elle est également celle qui convertit le moins bien, seulement au-dessus, un petit peu plus au-dessus de 2% de conversion. Alors qu'à contrario, des sources comme le referral, qui convertit mieux, ou le paid search, qui ne représente que la 4e source en termes de volume de trafic, sont des sources qui vont mieux convertir. Ensuite, quand vous regardez l'évolution dans le temps, à droite, vous commencez à apercevoir des tendances. Le trafic provenant du PPC, vous voyez ici le paid search, a augmenté de 5%, mais les ventes ont pris 30% sur cette période. Donc, une petite augmentation de trafic, finalement, peut vous générer un fort ROI. On observe également dans le même temps que le trafic direct a diminué, mais que les ventes ont augmenté, ce qui peut être un effet solde, en l'occurrence, puisqu'on est en train de comparer la période de juin à juillet. Donc, avoir une vue vraiment comme celle-ci, ça va vous permettre de diminuer complètement les risques et de vous concentrer sur les sources qui génèrent un maximum de ROI et non pas un maximum de trafic. Alors maintenant, comment vous allez attirer ces consommateurs en haut de votre tunnel? On va regarder le détail de ces sources de trafic. On a vu l'exemple tout à l'heure pour Kilabi avec les referrals. On l'a encore une fois ici avec Sephora, avec l'exemple de Dillab qui est l'un des principaux referrals en augmentation de 110% sur la période. Ou alors au niveau des mots-clés qui ont généré le plus de trafic. Là, on s'est concentré sur les nouveaux mots-clés ou les trending. Vous voyez, on a coché les deux cases qui sont ici. Et on voit par exemple Sol Parfum Homme qui fait son apparition, tout comme 1 million sur cette partie. Donc voilà, on a vu ensemble pourquoi il était important de monitorer le trafic et la performance de vos concurrents et partenaires afin de mettre en place des actions digitales ou commerciales au bon moment. Mais personne ne parle jamais de la recherche on-site. Je ne sais pas si vous connaissez la recherche on-site. Ce qui consiste à rechercher en fait un produit spécifique sur le moteur de recherche interne à un site comme Carrefour, Amazon, Auchan, etc. Donc, on va vous poser une petite question rapidement pour savoir un petit peu si vous savez combien la recherche on-site peut représenter sur la recherche totale pour un site comme Amazon. Selon vous, c'est moins de 25%, entre 25 et 50% ou entre 50 et 75%. On a 50% de votants, on va encore attendre quelques secondes. Voilà, c'est parfait. Donc, vous pensez en majorité à 63% que la recherche on-site de Amazon représente entre 50 et 75% de leur recherche totale. Eh bien, en fait, c'est beaucoup plus que ça. Ça représente jusqu'à 90% de la recherche on-site de Amazon. Alors, on va vous montrer justement un exemple sur la recherche on-site d'Amazon pour des mots-clés bien spécifiques. Je vais repasser sur le mode présentation désormais. Voilà. Donc, on a pris deux exemples sur Amazon.fr sur la période mai 2017, juillet 2017. Le mot-clé parfum. Le mot-clé parfum ne représente que 5% de la recherche totale des mots-clés de Amazon et 95% sont faites sur le site de Amazon. Le maquillage, c'est encore plus frappant. Ça représente seulement 1% de la recherche on-site sur Amazon contre 99% à la recherche externe. Donc là, on vous montre quand même que sur des sites majeurs du e-commerce en France, il ne faut pas s'arrêter non plus aux données externes qui vont générer du trafic vers ces entreprises. Il va falloir aussi se concentrer sur le contenu de ces sites.
Et là, on a à regarder maintenant la conversion de ces mots-clés, justement, qui sont les plus populaires sur le site d'Amazon. Sur février-avril 2017, on vous a montré ici une liste de mots-clés, homme, femme, maquillage, parfum, Lacoste, diesel. À droite, les unique page views. Ces unique page views, en fait, ça représente des sessions uniques. Pourquoi? Parce qu'on va comptabiliser ici un internaute qui aura vu au moins une seule fois la page correspondant à la recherche sur site de homme. Et là, ce qui est frappant, c'est que le mot maquillage, bien que générant moins de 30 000 unique page views en moins par rapport à un mot-clé comme maquillage, va en revanche convertir à 8,36%, alors que maquillage va convertir à 4,19%. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur les volumes, même à l'intérieur du site. On va aller encore plus loin pour regarder justement la conversion. Merci Théo, c'est hyper intéressant cette partie, particulièrement en période de budget. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le Market Intelligence a un impact sur la stratégie produit? Donc l'impact, on l'a déjà vu jusqu'à présent par rapport à ces mots-clés externes, internes, la popularité des pages, des produits sur ces différents sites. On va également pouvoir vous montrer les top products de n'importe quel site. Donc, on reste sur l'exemple Amazon.fr, qui est le concurrent aujourd'hui de tout le monde dans le e-commerce. Ça va parler à tout le monde. Ici, on a regardé sur la période de juin 2017 quels étaient les produits qui convertissaient le mieux. Donc, en l'occurrence, en premier, Honeywell Turbo Ventilateur, la Nintendo Classic Mini en deuxième position, Spinner, une liste de Spindle et en dernière position, la carte mémoire SanDisk 64 Go. C'est elle qui nous intéresse. Pourquoi? Parce qu'elle a un nombre de unique page view de 32 000. Donc relativement plus faible par rapport à ces autres produits. En revanche, au niveau de la conversion, là, ça a explosé 17%. Donc, vous connaissez le e-commerce, vous connaissez les conversions. Avoir un taux de conversion de 17% sur un produit, c'est juste énorme. Donc, clairement, là, ce qu'on va faire, si moi, je suis un concurrent de Amazon, comme la Fnac, Boulanger ou autre, et que je ne vends pas encore cette carte, je vais tout de suite l'ajouter à mon catalogue. Si je le fais déjà, je vais la mettre en avant sur mon site et je vais faire de l'optimisation au niveau des mots-clés SanDisk pour pouvoir profiter de cette bonne conversion produit. C'est assez puissant comme tableau, ça. C'est puissant, effectivement, mais on n'a pas encore fini aujourd'hui. On va maintenant regarder une autre problématique encore qui existe dans le paysage e-commerce, à savoir Apple et Fnac cette fois-ci. Ici, on a voulu, alors on entend très souvent des entreprises qui ont peur du risque de cannibalisation entre leurs partenaires ou leurs concurrents. Donc, c'est ce qu'on a fait là pour Apple et Fnac en France. On s'est concentré donc sur l'overlap en fait de trafic qui peut exister entre les deux sites. Donc, tout d'abord, on voit que près de 9% des visiteurs de Apple en France ont également visité le site de Fnac dans la même journée. Inversement, seulement près de 7% du trafic de Fnac a également visité Apple dans la même journée. Maintenant, sur cet overlap, ce qui est assez frappant, c'est d'aller regarder la conversion. Sur la part du trafic qui visite les deux sites dans la même journée, il y en a 3,43% qui convertit finalement chez Fnac, contre seulement 0,81% chez Apple. En plus de ça, les internautes qui visitent ces deux sites dans la même journée commencent à regarder Apple dans un premier temps et ensuite partent chez Fnac, avec seulement 48% chez Fnac, puis ensuite chez Apple. Donc là, clairement, il y a un risque de cannibalisation. On voit que l'audience commence son parcours d'achat chez Apple, va terminer ensuite chez Fnac. Qu'est-ce qu'on ferait ici en tant que fabricant industriel et partenaire de ce type de site? Soit il faudrait reconsidérer un petit peu son offre, s'aligner sur des prix ou éventuellement des services, voir ce qui différencie Fnac de l'offre de Fnac d'une offre Apple. Et dans le pire des scénarios, c'est pas ce que je dis là dans cet exemple, mais c'est éventuellement de retirer ces produits Fnac, ces produits sur le site de Fnac pour Apple, si la cannibalisation est trop importante. Waouh! J'espère qu'on n'aura pas assommé ceux d'entre vous qui ne sont pas des data analystes. Beaucoup de données, et c'est vrai que quand on démarre, on peut vite se perdre dans la multitude d'informations, mais pas de panique, c'est normal. Pour vous aider à y voir un peu plus clair, Théo va essayer de vous montrer d'ailleurs à quoi ça peut ressembler dans une routine quotidienne ou mensuelle ou autre. Donc, il n'y a pas une façon de faire lorsque vous utilisez des données de market intelligence.
Certains vont en avoir une utilisation stratégique, d'autres plutôt opérationnelle. Tout le monde n'aura pas le même besoin en insights en fonction des rôles, des départements, des industries. On n'en fera pas non plus la même utilisation et pas à la même fréquence. Donc, un exemple de la manière dont vous pourriez utiliser ces données, c'est par exemple le matin quand vous arrivez chez vous, surveiller un petit peu les pics de trafic de vos concurrents, identifier les changements dans le comportement de l'audience sur desktop ou web mobile, lors de votre réunion hebdomadaire, se benchmarker par rapport à l'industrie et aux concurrents, augmenter votre part de marché grâce à la guerre des mots-clés qui est relativement simple à mettre en place, lors de vos revues mensuelles, identifier ces nouvelles opportunités d'acquisition de vos clients, autres que le search, allez voir comment vous pouvez optimiser vos dépenses ad spend en vous concentrant sur les sources qui convertissent le mieux. Voyez comment vous pouvez optimiser votre stratégie de contenu en identifiant les pages les plus vues chez vos concurrents. Et enfin, beaucoup d'entreprises utilisent SimilarWeb pour présenter des rapports au comité de direction exécutif pour comparer un peu les parts de marché, identifier les tendances au sein de votre industrie, découvrir de nouveaux concurrents et évidemment comparer des indices de performance de conversion et avoir plus d'infos sur le consumer intent. Donc ça dépend vraiment de qui vous êtes et de ce que vous faites au quotidien pour savoir comment vous allez utiliser ces données. Donc vous devez sans doute vous demander comment on fait pour récupérer ces données. Il y a eu pas mal de questions là-dessus durant ce webinaire. Donc je vais vous en parler tout de suite, savoir un petit peu qui est SimilarWeb et surtout comment on collecte ces données. Je vais commencer par une rapide introduction de l'histoire de SimilarWeb. Donc, ça a commencé il y a 10 ans quand Hofer, notre fondateur, a créé SimilarSites, qui est un site gratuit qui permet de trouver des sites similaires en un clic. Le produit s'est développé au fur et à mesure des années et il y a 4 ans, SimilarWeb a sorti sa première solution payante, la plateforme SaaS SimilarWeb Pro, qui offre aux entreprises des données de market intelligence comme nous venons de vous présenter. Depuis, nous avons sorti une solution API qui permet aux entreprises d'intégrer les données du pro en très grand volume directement dans leur système. Il y a un mois environ, nous avons lancé le 3e produit, notre dernier produit, SimilarWeb Digital Insights, qui crée des rapports personnalisés visant à répondre à des questions plus stratégiques, comme par exemple, dois-je développer mes propres canaux de distribution, ou bien est-ce que je passe par des partenaires, ou encore est-ce que j'ai intérêt en tant que retailer de mettre mon produit sur une plateforme e-commerce ou pas. C'est un petit peu le dernier slide sur la conversion overlap entre Fnac et Apple que Théo vous a présenté. Mais comment ça fonctionne, toutes ces données? Comment est-ce qu'on fait pour avoir vraiment cette granularité, pour savoir un petit peu la conversion de ces sites, analyser les parts de marché? Tout ça, évidemment, c'est grâce à notre méthodologie. Donc, cette méthodologie, elle est unique au monde, elle est multidimensionnelle, ce qui est d'ailleurs le fondement de notre entreprise. On exploite des centaines, milliers de sources de données qu'on catégorise en 4 groupes distincts. On va avoir un panel, les suppléments, je vais décrire évidemment chacune de ces sources, les sources publiques, la mesure directe. Donc, tout d'abord, ce panel, c'est le plus grand panel qui existe au monde. C'est plusieurs centaines de millions de devices mobiles, desktop, depuis lesquels on va collecter donc ces données de navigation. On a, pour ce faire, développé des milliers d'extensions pour navigateurs, que ce soit Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, des logiciels, des applications mobiles. On a également créé des partenariats avec des entreprises qui ont leurs propres solutions et qui nous autorisent à collecter ces données, qui est le clickstream data, donc la donnée qui est dans votre URL. C'est comme ça qu'on fait pour suivre tout ce parcours. Ces données sont évidemment anonymes. Il n'y a aucune incentive financière pour recruter ce panel. C'est quelqu'un qui a besoin d'un service, comme ces extensions et applications, on en a créé pour une utilisation personnelle, des VPN, des adblockers, des extensions pour avoir des codes promo sur des sites e-commerce, pour accéder à de la news en un clic, etc., afin d'être sûr de vraiment collecter les données des différentes tranches de la population en ligne. Maintenant, on va également avoir des données de la part de nos partenaires, qui sont les fournisseurs d'accès Internet et autres entreprises technologiques qui ont des millions d'utilisateurs. Donc, on va échanger des données avec ces partenaires afin de pouvoir aussi compléter les données de notre panel sur certains pays, par exemple. Enfin, cette source publique, c'est en fait notre crawler qui va
qui va alimenter, qui va enrichir les données que l'on collecte via le clickstream avec des positionnements, les créatifs des campagnes display, etc., et qui va également nous permettre de comprendre la liaison qu'il y a entre les sites, applications mobiles et autres. Maintenant, une fois qu'on a collecté ces données de ces trois sources, on va les processer, on va les traiter, on va les interpréter et on va commencer à créer des tendances. SimilarWeb, nous sommes un outil de tendance, ce n'est pas un outil de mesure directe, on ne pose pas de tag sur les sites. Et pour vérifier la qualité de ces tendances, on utilise à ce moment-là notre learning set, c'est de la mesure directe. Donc on a plusieurs centaines de milliers de sites internet dans le monde qui ont branché leur analytique directement dans la plateforme SimilarWeb. Donc qui partagent avec nous des volumes de trafic, des taux d'engagement, ce qui nous aide, nous, à ajuster les données et tendances que l'on a sur leur propre industrie. Donc, en fait, c'est vraiment win-win. En partageant ces données de manière privée au public, les données qu'ils vont récupérer derrière sur leurs concurrents et leur industrie vont être ajustées. Et c'est ce qui nous permet d'avoir ces trois produits, en l'occurrence, la plateforme Pro, les Digital Insights et notre API. Donc, parce qu'on a cette richesse de données, on travaille vraiment avec tout type d'acteurs en France et à travers le monde, avec des retailers, des marques en propre, des agences, avec des acteurs de la finance, du voyage, fonds d'investissement. On travaille vraiment avec tout le monde, puisque aujourd'hui, toutes les entreprises ont vraiment ce besoin en market intelligence qui commence à se faire de plus en plus ressentir. Donc, on va maintenant prendre le temps de répondre à vos différentes questions que vous nous avez demandées durant le webinaire. Alors, il y avait celle de la méthodologie, on y a répondu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À la fiabilité de ces données. Alors, les données SimilarWeb, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont des tendances. D'accord? Donc, il faut en fait interpréter ces tendances pour identifier des opportunités d'optimisation sur des sources, sur des produits, etc., etc. Donc, on ne pourra pas avoir la même fiabilité que votre Google Analytics pour votre propre trafic, puisque vous avez votre tag dessus. Cependant, lorsque vous allez utiliser SimilarWeb, c'est les tendances qu'il va falloir regarder et qui vont vous permettre de prendre des décisions hautement stratégiques pour votre business, pour accroître vos parts de marché. On m'a demandé quelles équipes utilisent SimilarWeb chez nos clients. Alors, les équipes chez les entreprises clientes qui utilisent SimilarWeb, il y a de tout. Il y a évidemment les équipes marketing, donc à savoir affiliation, partenariat, le contenu, le search, mais ça va également servir aux équipes de business intelligence, aux équipes de recherche, aux équipes de sales et de account management. Lorsqu'on travaille avec des agences, évidemment, elles se servent des données SimilarWeb pour préparer leur pitch, pour mieux conseiller leurs clients. Lorsqu'on va travailler avec une entreprise qui cherche à développer un nouveau marché pour son business, ça va être plus le côté recherche et côté investissement. Donc, ça dépend vraiment. Et d'ailleurs, on pousse vraiment nos clients à partager des accès en interne, puisque que vous soyez à la com, au marketing, à la recherche ou à l'analytique, vous allez pouvoir vous servir de ces données. Alors, les chiffres, on a une question qui nous demande si on a changé notre méthodologie courant août. On a fait un ajustement sur notre algorithme mobile. Donc, effectivement, ça a pu rééquilibrer la répartition entre le trafic desktop et mobile. De plus, il faut savoir que notre panel et notre learning set augmente de jour en jour. Donc, la donnée qu'on a aujourd'hui, elle ne sera jamais pareille par rapport à la donnée qu'on avait il y a 6 mois, il y a 1 an et autres, parce que notre panel augmente considérablement de jour en jour et de plus en plus de sites Internet vont également se brancher, ce qui explique pourquoi finalement les différences peuvent être, enfin, la fiabilité et les différences peuvent un petit peu évoluer au cours du temps, mais dans le bon sens. On me demande s'il y a la possibilité de créer des rapports automatiques sur la plateforme. Alors oui, évidemment, on peut créer ses propres rapports et ses dashboards personnalisés. Vous avez l'impression comme ça qu'avec toutes les données qu'on vous a montrées, c'est compliqué de se servir de SimilarWeb, mais non, car l'utilisation va être faite pour chaque rôle. Quelqu'un qui travaille dans le search ne va pas forcément regarder le referral ou le type de site qui envoie du trafic à des concurrents. Donc, dans ce cas-là, je vais un petit peu perdre. Voilà. Donc, c'était quelle question? Voilà, la possibilité de créer ces rapports automatiques. Oui, donc on a automatisé les choses. Vous avez la possibilité de sauvegarder toutes vos recherches et toutes vos analyses très facilement. Toutes les données sont téléchargeables également en Excel, CSV ou images. Et dans la partie dashboard personnalisé, vous pouvez créer vos propres widgets
avec les données que vous souhaitez monitorer dans le temps, que vous pouvez accéder en 2 clics et surtout que vous pouvez télécharger sous forme de rapport pour présenter à vos comités exécutifs, rapports mensuels et autres. Quand on est un directeur marketing ou senior executive marketing, quels sont les KPI sur lesquels il faut se concentrer? Ça dépend vraiment en fait. On ne peut pas choisir pour vous les KPI sur lesquels il faut se concentrer. Encore une fois, il ne faut pas rester en surface lorsque vous analysez le trafic de vos concurrents. Il faut toujours aller dans le détail, il faut toujours vérifier la donnée que vous allez voir. On a mentionné l'exemple de Fnac tout à l'heure qui avait une durée de visite très faible, qui peut être une bonne expérience client dans certains cas et qui peut être un manque d'engagement de la part d'autres sites. Donc n'hésitez pas vraiment à aller plus dans l'analyse et à vérifier à chaque fois la donnée que vous regardez, interprétez, pour vraiment vous concentrer sur les actions qui vous permettront de générer le meilleur ROI. J'ai une autre question sur le secteur d'activité. Niveau d'information dépend fortement de la taille du marché. E-commerce, OK. Services aux industries, plus délicat. Alors, pas forcément, parce que quand vous êtes une entreprise de service, peut-être que vous allez avoir un site corporate, par exemple, peut-être que vous allez juste être une vitrine, peut-être que vous allez vendre vos services à travers le site de quelqu'un d'autre. Donc, les entreprises industrielles ou de services, d'ailleurs, vont servir éventuellement de SimilarWeb pour aller analyser le trafic de leurs partenaires, leurs partenaires et l'industrie de leurs partenaires, pour être sûr qu'ils fassent les bons choix. Alors après, oui, lorsque on parle d'un service pour un petit site avec de très faibles volumes de trafic et qui serait vraiment très local, là, on n'aura pas forcément beaucoup de données derrière. Mais là, ce qui est intéressant pour les petits sites, c'est de regarder les leaders et d'essayer de répliquer, c'est ça? Alors évidemment, ensuite, vous allez pouvoir vous combattre contre ces leaders de la manière dont vous pouvez, mais comme on va avoir ces données sur tous vos concurrents ailleurs, vous allez quand même pouvoir utiliser de données SimilarWeb pour savoir quelles actions mettre en place chez vous. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Est-ce qu'on attend encore quelques minutes? Alors, de toutes les manières, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires. Si vous voulez des démonstrations personnalisées, vous avez l'email qui est ici, sales@similarweb.com. On vous répondra, on pourra se concentrer sur votre industrie, sur vos concurrents, sur votre site pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on vous a montré aujourd'hui. Voilà, on vous remercie à tous d'avoir participé à ce premier webinaire français. On espère vous revoir prochainement lors d'un prochain webinaire sur un autre thème. À bientôt. Au revoir.